Version polar, Frédéric Dard. Votez Bérurier. Monsieur le comte, votre petit déjeuner est servi. Oh non! Oh, monsieur le comte! Mon Dieu, quelle horreur! Oh merde! Oh merde! À l'assassin! À la police! Appelez la police! Donc merci à notre partenaire et nous vous rappelons que Bang, ça fait tang. Retour sur RTM jusqu'à 13h avec une question à Augustine qui nous vient de Bellecombe en Seine-et-Eure. Augustine, vous m'entendez Augustine? Oui. Augustine, question jaune. Question d'actu Augustine. Oula. C'est le meilleur flic de France. Oui. Il aime les jolies femmes, il est fort, il est beau, il est intelligent. Oula. Il a un humour ravageur, c'est Augustine? Oui. C'est... Ah zut. Ça commence par Sana, Augustine. Sanatorium. Non, pas du tout, Augustine. Ah. C'était San Antonio. San Antonio, bien sûr. Bien sûr, San Antonio, bien sûr, San Antonio. Police. Vous êtes un à merci, San Antonio. Commissaire Santoni. Avec Jean-Yves Lafesse. Non, franchement, j'ai rien a priori contre le veau. Faut bien que les vaches aient des mômes. C'est dans la nature des choses. Ça m'en reconnaît. Du veau à tous les repas depuis 15 jours. Ça peut très bien devenir une sorte de calamité, non? Tu t'ennuies, n'est-ce pas, mon grand? Bah, pas toi. Avec toi, je m'ennuie jamais. Maman. Félicie. Ma brave femme de mère. On est en vacances, Maman et moi, dans un patin, Saint-Urluru-le-Haut. Le coin nous a été recommandé par un cousin d'un voisin d'à côté qui se trouve être le beau-frère de l'hôtelier. Il nous a vanté la bonne tenue de l'établissement, la beauté du site, le calme du pays. Bref, comme le gars Bibi avait besoin de repos, on s'est laissé opérer. Et voilà comment, depuis 15 jours, on bouffe du fils de vache, matin, midi et soir. À côté tranquillité, il n'y a pas à se plaindre. À part l'adjudant de gendarmerie en retraite qui ronfle dans la chambre voisine, on n'entend pas un bruit. Par moments, j'ai même l'impression de mijoter dans une maison de repos au mur capitonné. Tu sais ce qu'on devrait faire, maman? La dernière semaine, on va la passer sur la côte. On fait les valises et demain tu te réveilles devant la Méditerranée. Qu'est-ce t'en dis, chérie? Comme tu voudras, mon grand. Ouais, je sais bien qu'elle préfère rester ici, ça la botte, l'ambiance de l'hôtel du vieux donjon. Elle est avec des gens de son âge, elle joue au rami. En même temps, je me dis que du moment qu'elle me quitte pas, son bonheur reste intact. Bon alors, on s'en va, maman? On s'en va. Mais que va dire Madame Rigaudin? La taulière? Bah, je vais lui raconter que j'ai reçu un coup de tube de Paris, t'inquiète. Va préparer les baloches, moi je vais régler la note. Apaisée, maman grimpe dans nos chambres. Moi, je décide d'attaquer la patronne. C'est une dame plutôt forte dont la poitrine ressemble à 2 citrouilles dans un sac. Elle les étale sur sa caisse, ou bien se les coltine en se cabrant pour pas se laisser entraîner par le poids. Quand je m'annonce, elle est en train de faire une addition longue comme un rouleau de PQ, les gars. Son maître que de mari, debout à ses côtés, surveille. Attention, Loulou, t'as oublié ta retenue. Attends. Je me garde bien de les troubler en cet instant décisif. Je m'installe dans un coin de la salle à briefer. La servante est occupée à fourbir un objet d'art en plâtre qui représente un gros chien-loup à la langue pendante. C'est la décoration #1 de la desserte. La servante est encore plus tartignole que l'objet d'art. C'est une rouquine, blême, vioque, plate et bornée. Franchement là, les gars, je suis pas gâté. Ça fait 15 jours que votre petit camarade se met la tringle. 2 semaines, les filles. Dans l'état où je suis, faudrait pas me donner un troupeau de chèvres. Regardez, bordel. L'heure du berger, ça pourrait très bien devenir la mienne. La servante se baisse pour ramasser une épingle. Triste spectacle. Sa pauvre croupe anguleuse me laisse indifférent. Mais mon imagination débordante en recrée d'autres, vous me connaissez. Plus rebondie, plus appétissante, plus fascinante.
À quoi pensez-vous, amigo? Je me retourne et découvre l'adjudant en retraite. Il est chauve, rubicond, avec des moustaches de chat et un nez en bec de canard. Pour couronner le tableau, ses sourcils ressemblent à une visière. Je fais de la délectation morose. Tiens non, moi c'est la vésicule. Ah, on a tous quelque chose. Toujours rien à propos de l'assassinat du candidat député de Bellecombe-sur-Moïse? M'étonne pas de la part de ces salopards de policiers modernes. De mon temps, une affaire de ce genre était élucidée dans la journée, j'aime autant vous le dire. Ah ouais? Bah voyons, ce candidat avait des ennemis, non? C'est facile de les démasquer. Un bon interrogatoire, rondement mené, et je vous livre le coupable en moins de 2 mois. Ah, vous savez, les ennemis d'un homme politique ne sont pas des ennemis ordinaires. Qu'est-ce à dire? Ils connaissent pas forcément leurs victimes. Ils agissent souvent par conviction, pas par ressentiment personnel. Quel charabia! Notez bien qu'il s'agit d'un candidat d'extrême gauche, c'est pas une grosse perte. Normal que la police laisse flotter les rubans, enfin je me comprends. Abasourdi, je le regarde sortir et je cramponne le baveux. C'est une feuille de la région, la pensée bellecombaise, car Bellecombe-sur-Moïse, sous-préfecture de la Seine-et-Eure, personne ne l'ignore, j'imagine, n'est qu'à 4 km de Saint-Urluru. À Bellecombe donc se déroulent des élections partielles. La semaine passée, le candidat communiste a été abattu à son domicile de 3 coups de revolver tirés à bout portant. Apparemment, crime politique. La Rousse s'est occupée de l'affaire avec précaution. Et jusqu'ici, sans résultat. Je comprends les collègues, hein. Les terrains minés, on n'aime pas tellement y foutre les pieds. Je repose mon canard et je m'approche du couple d'hôtelier au moment où la dame annonce le résultat de ses additions. 6543 Bravo, Louloute. Ça, c'est un beau chiffre, ça. Attends, je recommence, je me suis trompée. Vous voulez quelque chose? Ah oui, la mienne. Très bien, monsieur le Je commissaire. m'apprête à régler la note lorsque le facteur entre en trombe dans l'établissement. C'est un facteur comme on ne fait plus depuis Jacques Tati. Il est grand, avec un nez de vigneron en fin de carrière. Vous savez la nouvelle? Non? On en a encore tué un. Quoi? Un candidat député, parti. Pardon? Attendez, là. Vous voulez dire que le nouveau candidat communiste a lui aussi été abattu? Pas le communiste, cette fois, c'est le PPR. Merde. Mais comment c'est arrivé? Oh ben, ça s'est passé comme pour Marasme. Marasme? C'est qui, Marasme? Le gars, le zig de la Révolution française d'une dénommée Charlotte a saigné dans son bec. Ouais, je vois. Vous voulez parler de Marat? Peut-être qu'à Paris, on l'appelle comme ça, mais nous, dans nos écoles à nous, on l'appelle marasme. Bon, donc le candidat a été poignardé dans son bain, c'est ça? Dame, oui, dame. Sa dame l'a trouvé en baignoire. On l'a éteigné la cariatide avec un rasoir à manche. Et ça serait pas un suicide par hasard? C'est extraordinaire. D'après les premières constatations de la police, paraîtrait que non. Reprends un petit coup, facteur, c'est le donjon qui régale. Ça y est? Tu as prévenu mon grand? Y a Maldonnement, on part plus. Ah bon? Mais pourquoi? Bah figure-toi qu'on vient de trucider un nouveau candidat à Bellecombe. Ça devient passionnant. J'ai l'impression que les vacances commencent. Bon, je vais faire un tour chez les poulets de Bellecombe, moi. Si par hasard j'étais en retard pour le dîner, tu t'embêtes pas, tu manges ton veau sans moi. Amuse-toi bien mon grand. Vous allez à Bellecombe? Possible. Ça vous ennuierait de m'emmener? Vous savez la nouvelle? On a ratatiné un 2e candidat aux élections. Pas possible. Quel charivari là-dedans! Salut con rouge. Tiens, te voilà, beau gosse. Alors on t'a collé aussi sur le coup? Officieusement, ouais. Alors on n'a plus qu'à aller à la pêche. Paraît qu'il y a de la truite dans le coin. Pas tant de salade, les gars. C'est un simple tour d'horizon que le vieux, curieux comme une belette, m'a demandé d'opérer. Vous avez du neuf sur les 2 meurtres? Le zéro et l'infini. C'est le genre d'affaire où les idées d'avancement se cassent la gueule. Pas de défaitisme sur cette affaire, mes jeunes amis.
Il faut mettre la ville en état de siège. Passer à tabac tous les habitants, maison par maison, sans négliger les enfants et les vieillards, compris? Jusqu'à ce que quelqu'un passe aux aveux. Qui c'est ce vieux con? Ex-adjudant Morbleu, mon petit gars, au service de la nation. Oh, on se calme tout de suite, là, c'est une relation de vacances, ok? Si vous voulez des conseils, bande de jeunes cons, moi je vais vous en donner. Il faut tondre toutes les femmes du pays pour les faire causer. Elles tiennent à leur tif, ces garces. D'Ivoire, ton intervention officielle, elle serait pas d'ordre privé par hasard? T'as ton petit doigt branché sur les grandes ondes, on dirait. Tu sais, je suis comme les chiens de chasse, moi, hein. Dès qu'il y a du mystère quelque part, je peux plus me tenir. Il faudra de la main-d'œuvre, d'accord? Mais ça vaut le dérangement effectif, non? Ça va faire un sacré boulot, tout ça. Est-ce que vous accepteriez de nous prêter votre collaboration? Ça va de soi. Je m'occuperai moi-même des fortes têtes. Avec une lampe à souder, je vous les interroge par paquet de 10. Maintenant qu'on rouge, résume-moi le topo. Il y a 7 jours exactement, le lendemain d'une réunion publique, le député communiste, le comte Gaëtan de Martillet-Fossaux, est tiré du lit par la sonnerie du téléphone. Il se lève pour répondre. Son valet de chambre qui vaque à ses besognes matinales l'entend dire allô. Puis il perçoit plusieurs détonations qu'il prend pour le bruit d'échappement d'un camion. 20 minutes plus tard, il porte à son maître son petit déjeuner du matin et découvre Martillet-Fossaux allongé dans une mare de sang, la main encore crispée sur le combiné. Le comte avait morflé 3 balles dans le placard à gruyère, toutes dans le cœur. D'après la balistique, elles ont été tirées à moins de 50 cm de la victime, ce qui prouve clairement que le meurtrier était dans la pièce. Mais on n'a relevé aucune empreinte. Et personne n'a vu de personnage suspect dans les environs. Donc, mystère total. Il y a le comte qui s'est fait dégommer! Poursuis ton récit, mon bon con rouge, et le deuxième meurtre? Pour le second, celui de ce matin, on se retrouve dans la même panade. Georges Monféal, le candidat RPR, s'est couché tard hier soir après une réunion contradictoire organisée dans la salle des réunions contradictoires de Bellecombe-sur-Mouise. Ouais. Ce matin, Monféal s'est levé tôt, il a écrit les textes de 6 tracts et d'un discours. Après quoi, il est allé prendre un bain, tandis que sa famille familiait autour de lui. 1 heure plus tard, son épouse a toqué à la porte. Elle est entrée et s'est évanouie à la vue d'un spectacle horrible. Monféal avait la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Et là aussi, personne n'a vu entrer personne dans la maison, c'est ça? Non. Non, je te jure, c'est pas du sucre, mon vieux Sana. Hein. Tu te rends compte? Il y a dans cette ville un type complètement siphonné que la politique a fait sortir de ses gonds. Ouais, bon. Et pour l'élection, il reste encore des candidats en course? Le PS a toujours le sien. Ah bah, il doit les avoir en fourreau de parapluie, ce pauvre éligible. Tu parles, Charles. Je lui ai collé 3 gardes du corps qui le quittent pas d'une semelle. Bon, pour en venir au premier meurtre. Qui téléphonait au comte au moment du drame? Je ne sais pas. Quand le domestique a trouvé le corps, la communication était interrompue. Et t'as recherché d'où elle provenait? Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'en occupe. T'es sûr que les larbins sont pas de connivence? Tu rigoles? De vieux croumir au service de la famille depuis 40 ans? Il l'avait élevé, le Gaëtan. Et il chiale comme si on avait buté leur fils. Tu permets que j'aille faire un tour sur les lieux du crime? À une condition. Je t'écoute, mon con rouge. Les résultats de tes observations, c'est Bibi qui en a l'exclu. Non, je veux bien que tu manges dans mon assiette, Sana. Mais à la condition que tu fasses la vaisselle. Sana? Oh là là! Le comte Gaëtan de Martillet-Fossaux, ex-candidat communiste de Bellecombe-sur-Mouise, crêchait dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Monsieur Désir? Un vieil homme mauvre avec une frime grise, ridé et ravagé par le chagrin. Police. Il ressemble à un brochet sans dents que j'ai bien connu dans le temps. Ouais, il a la même tête verdâtre, les mêmes yeux lustrés et les mêmes narines évidées. Conduisez-moi sur le lieu du crime. Ça sent un peu le pipi, non? On dirait du pipi de chat. C'est où? C'est pas moi. Intéressant de ces croûtes. Des portraits de famille? Ce gentilhomme, avec la fraise, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Monsieur le Comte. Celui-ci, avec un jabot, c'est son arrière-grand-père, qui fut un ami de Montgolfier, et qui inventa le tire-bouchon à pas inversé. Ah, dites donc. Et ce monsieur à barbiche? Mais monsieur, c'est Lénine! Ah ouais, me semblait bien l'avoir vu quelque part, celui-là. Bon, expliquez-moi comment les choses se sont passées exactement. Allez. Exactement, c'est facile. Le jour du crime...
Monsieur le comte. Oh non, pas ça. Je suis un ami de ta mère, Luc. Enfin... Il a dû mettre sa version au point. Il me la déballe exactement comme Pont Rouge me l'a raconté. Mon Dieu. Et aussi longtemps que je vivrai, j'aurai cet horrible spectacle devant les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir trouvé votre maître? Eh bien, j'ai couru à la croisée et j'ai appelé le jardinier. Je lui ai dit d'aller chercher le médecin de toute urgence. Pourquoi vous n'avez pas téléphoné au Toubib? Téléphoné? Mais le téléphone était plein le sang d'écouteurs, parce que monsieur tenait l'écouteur serré dans ses pauvres doigts. Et puis le docteur Fumelard, qui est un ami de monsieur le comte, il habite juste de l'autre côté de la rue. Bon, et ensuite, qu'avez-vous fait? Je suis allé prévenir Maryse à l'office. Bon. Supposons qu'après avoir tiré, l'assassin soit passé dans le hall et qu'il ait grimpé l'escalier. Il pouvait s'enfuir pendant que vous retourniez à l'office et que le jardinier allait chercher ce Fumelard, non? Ben oui, bien sûr. Seulement... Seulement quoi? Seulement, le jardinier, quand je lui ai dit qu'on avait tiré des coups de feu sur monsieur, il s'est mis à hurler. Et il a meuté le quartier. Il n'avait pas encore traversé la rue que déjà les gens arrivaient de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts. Purée, cet assassin fantôme ne me dit rien qui vaille. On se croirait dans un roman d'Agatha Christie, non? L'assassinat de Monsieur le Comte dans la bibliothèque avec le larbin croulant, le jardinier qui taillait les rosiers, la vieille cuisinière dans l'office et l'absence de tout témoignage. Ben voyons. Comme quoi les filles, la réalité dépasse souvent la fiction, comme disait l'autre. Maman, voilà un policier. Pardon? Il s'agit de madame votre mère? Ben oui. Elle est entrée au service du grand-père de Monsieur le Comte sous le roi Charles X. Je l'appelle Maryse, car monsieur... il serait malséant qu'un valet de chambre appelât la cuisinière « maman ». C'est un grand malheur qu'on ait tué ce gamin. Et quel âge avait le comte? 62 ans. La fleur de l'âge. Bon. Et vous avez fait quoi après avoir averti votre maman? Ben, nous sommes ressortis sur les lieux du drame. Bon, le médecin est arrivé au bout de combien de temps? Presque tout de suite. Et la police? Oh, presque 20 minutes plus tard, au maximum. On a fouillé la maison, j'imagine? De fond en comble, oui. Sans rien trouver? Rien. Votre maître n'était pas marié? Ben non. Des héritiers? Excepté une petite rente pour maman et moi, il a tout légué au Parti communiste. Bah du coup, mes fils, le mystère s'épaissit comme de la blédine entre nos refroidir. Ça devient l'énigme de la chambre close, cette affaire. Je connaissais déjà celle de la maison close, mais elle est sans rapport, même sexuel, avec celle-là. Et le jardinier, il habite au quartier? Ben non. Il demeure dans les environs, à Saint-Urluy-le-Haut. Tiens donc. Et il vient ici tous les combien? 2 fois par semaine, pour entretenir la pelouse. Son nom? Mathieu. Vous bégayez ou c'est en 2 mots? Ben non, c'est son nom et son prénom. Mathieu, comme Mireille. Curieux. Bon, très bien, je vous remercie. Oh, monsieur le policier, si vous pouviez mettre la main sur le coupable, je lui crèverais les yeux. Ah, monsieur le commissaire, je dois absolument vous avertir que votre mère est montée se préparer et que le dîner est imminent. Vous pouvez déjà vous installer si vous le voulez bien. Ouais, pourquoi pas. Je peux très bien casser une graine avant d'aller rendre visite à Mathieu. Qu'est-ce que vous en pensez, madame Rigaudin? Très bien. Je vous déballe une serviette en papier alors. Somptueux. Vous êtes délicate. Dis donc, percepteur de mes choses. Faudrait voir à pas camoufler votre set de cœur, là, ou autrement, sinon je vais vous faire bouffer les 32 brèves sans les assaisonner. Mais, mon bon ami, vous faites erreur. Me faites pas marrer, j'ai les lèvres gercées. Je me lève, plongé dans un état d'hypnose. Cette voix, ce bel organe noble et grasseillant, il n'en existe qu'un seul au monde. Il appartient à l'illustrissime Berrurier. Sur la terrasse, je découvre en effet mon compère. Il joue à la belote en manche de chemise, une somptueuse chemise bleu lavande. Il porte des bretelles larges comme un essuie-main, avec un motif qui représente une tête de cheval sur fond de haricots rouges. Le must. Ah bah te voilà enfin. J'ai arrivé ici juste après que tu sois parti. Je t'aurais bien cavalé aux proses, mais la route m'avait fatigué. Et puis, dis donc, il y a des drôles d'arnaqueurs dans ton donjon. Il a l'air de rien, le binoclard. Mais il t'escamote une carte que même un prestigieux tenteur saurait pas faire autant. Vous n'êtes qu'un goujat.
Je ne permettrai pas. Et ta sœur, elle fait des ménages ou elle joue au cerceau? Oh merde! Putain, il me fait mal au sein, je préférerais encore jouer au domino avec un curé. Je suis content de te revoir, Sana. T'as maté un peu mes lance-pierres. C'est un cadeau du chemisier d'en bas de chez moi, dont auquel j'ai fait sauter une contravention. Merveilleuse. Elles sont merveilleuses. Paraît qu'elles sont emportées d'Amérique. Ouais, je m'en doutais un peu. Ouais. On dira ce que tu veux, mais question d'élégance, les ricains ont pas de leçon à recevoir de nous. T'as déjà vu des bretelles comac en France, toi? Jamais. Et puis, je voudrais que tu constates cette élasticité. Ah ouais, en effet, l'élasticité est parfaite. Oh, c'est pas grave. J'y mettrai une épingle de nourrice. Bon, maintenant que t'as exécuté la première partie de ton numéro, gros, tu peux bien m'expliquer ce que tu fous ici? Ben, je te cherchais pour te transmettre un message du vieux. Décidément, depuis que je suis dans la poule, j'ai jamais pu achever des vacances complètes. Hein. Qu'est-ce qui me veut le dab? Attends! Il m'a donné un ordre de mission pour toi. Ça alors, c'est un peu bleu, mon neveu. Je l'avais pourtant. Tu l'avais, mais tu l'as pu. Oh merde! Bouge pas, que je réfléchisse. Je suis pas été au water depuis mon arrivée. Je l'avais en rappliquant. Ah! Voilà l'objet, mec! Je m'en avais servi pour les additions à la belote avec l'eau de pingouin. Monsieur. Oh. Mon cher ami, attends, j'ouvre. Mon cher ami, les deux crimes pseudo-politiques de Bellecombe tracassent beaucoup Monsieur le ministre. Voulez-vous vous en occuper d'urgence et me tenir au courant, heure par heure, des deux mains vôtres? Il y avait de la poudre hilarante dans l'enveloppe. Mieux que ça, mon Beru. T'as déjà prévenu le vieux que tu m'as retrouvé? Mais comment? Je lui ai balancé un coup de grelot d'ici. Faut toujours que tu fasses du zèle, hein. T'aurais pas pu attendre demain, par hasard, non? Ah bah bravo! Belle mentalité pour un supérieur. Tu as vu la bonne surprise? Mais oui, maman. Naturellement, tu vas être obligé de partir. Non, maman. Au contraire, je vais être obligé de rester. Beru, dans la paisible salle à manger d'un hôtel de village. Ça ressemble un peu à un baobab géant dans un jardinet de banlieue. Faut dire que pour tout arranger, il y a des escalopes milanaises au menu avec spaghetti bolognaise, toute l'Italie dans un seul plat. Et le gravos aux prises avec une montagne de spaghetti, ça vaut le coup de périscope, vous pouvez me croire. Au début, il essaie d'être tricoté en s'aidant de sa fourchette et de son couteau. Mais, n'obtenant aucun résultat probant, l'immonde les cramponne avec les doigts, il se les fourre dans le clapoir et il aspire de toutes ses forces. Les pattes disparaissent à l'intérieur du gravos comme captées par un formidable aspirateur. Ici c'est Bat. Chacun fait comme chez soi. Ma pauvre Félicie est sérieusement paniquée derrière son petit sourire courtois. Elle considère l'ogre avec effroi en louchant sur la compagnie. Tout le monde est bien attentif. Les patrons, le marmiton, la fille d'étage, la serveuse, tout le monde est massé dans l'encadrement de la porte. Il est pas humain ce mec. Les autres convives se sont arrêtés de manger et fourchette en main regardent de tous leurs yeux, regardent comme si c'était la dernière fois. Attention, il a relevé le bord de son chapeau, le Beru. Piccolo aviateur, ça lui dégage mieux le groin. Courbé sur l'établi, lourd, tendu, puissant, scientifique, il absorbe. Lorsque son assiette est engloutie, il s'attaque au plat, il le liquide. Ensuite, comme on n'a pas eu le courage de toucher à nos portifs, il récupère nos deux assiettes et il les déverse dans la sienne et hop! Vous êtes des petites natures tous les deux, faut pas laisser paumer ça. Il mange, il avale, le beurre dégouline de ses commissures. Il respire plus par le nez, mais il y a des poils qui gênent. Le repas des fauves. Il va avoir fini, il est désemparé le gros. Il regarde autour de lui, avide, il aperçoit le gargotier. S'il y a du rap de rap, patron, vous gênez pas, je suis preneur. Viens m'aider, Jeannot. On refait une casserole. Oui, monsieur Rigodin, tout de suite j'y vais. Le taulier se démène, il va en avoir le cœur net, c'est inconsciencieux. Il tient à savoir jusqu'où Beru ira comme ça. Merci, patron. Ah, c'est répugnant. Je n'ai jamais vu un individu aussi écœurant. Mon pardon, chère madame, c'est de moi que cause votre camarade de plumard. Monsieur. Allons, monsieur. T'as compris, blondinet? Voilà ce dont il arrive quand est-ce qu'on se permet des réflexions sur moi. Ciao, bambino! Oh, Beru, tu vas finir ton cirque et tu vas t'excuser. Je te demanderais bien si mon machin c'est du poulet. Comme effectivement c'en est. T'aurais aucun mérite à me répondre oui.
Envoyez la suite, taulier, et rapportez une boutange. Si vous auriez du Beaujolais, je préférerais. Ah, je sais pas si vous êtes de mon avis, chère madame, mais ces petits vins italiens, c'est juste bon à vous taquiner la vessie. Ah, ça, au moins, c'est un homme. Laissez-moi vous inviter à prendre un petit calvin après le dîner. Pourquoi un petit? Tandis que ces deux messieurs sirotent leur alcool de pomme, je demande le chemin de chez Mathieu et je me mets en route sous les étoiles. La nuit est belle, un peu venteuse. Je dépasse un petit bois et j'aperçois la crèche du jardinier au clair de lune. La maison est blafarde, lépreuse, le toit perd ses tuiles, les orties envahissent les abords de la fermette. J'espère qu'il entretient les jardins de ses clients un peu mieux que le sien, le Mathieu. Monsieur Mathieu? J'ai l'impression qu'il est déjà à la dorme, le tondeur de gazon. Pas une lumière chez lui. J'actionne ma petite torche électrique, la cage est vide. Oh là, cette odeur, mes fils! On se croirait chez les Berruriers. Ça renifle Florence, la vieille crasse, le vinaigre et la boustifaille moisie. Le sol est jonché des détritus les plus variés et les plus avariés. Sa pauvre baraque, tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est de l'arroser d'essence et y foutre le feu. Même des pourceaux, ils refuseraient d'y passer leurs vacances. Hé, y a personne? Bah non, y a personne. Avant de regagner le vieux donjon, je fais le tour des ruines. Des fois que le jardinier serait dans les indépendances, comme dirait Beru. Monsieur Mathieu? Oh là, suis-je le jouet d'une hallucination auditive? J'attends. Je vois aussi un gros bâton planté à la verticale. Il s'agit d'un manche de fourche. Le bas de l'instrument disparaît dans les orties. Je braque le faisceau de ma lampe à mes pieds. J'ai un tressaillement. Un petit chien jaune et blanc, aux oreilles pointues, est cloué au sol par les dents de la fourche. Il agonise. J'ose pas arracher la fourche, pourtant il le faut. Il est perplexe, votre Antonio chéri. Perplexe de haut en bas. Pourquoi embrocher ce pauvre Kleps? Parce qu'il risquait de mordre? Oh, j'aime pas ça. Je me refais une tournée des environs pour m'assurer qu'on n'a pas fait subir au jardinier le même traitement qu'à son chien. Mais j'ai beau battre les touffes d'ortie, je découvre rien. Mathieu a bel et bien disparu. Oh, il y a du spectacle au donjon, mes fils. Ils ont jamais vu ça à Saint-Hurluru. Morbleu s'est travesti en dame. Il s'est mis une nappe à la taille et du rouge à lèvres par-dessous ses moustaches. Beru le tient par la taille et il chante en duo joue contre joue. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue. Bravo les champions! Bravo les champions! Le taulier prend des photos à tout va avec son Polaroid et il les distribue à la ronde. J'ai pas connu ça depuis Popek! Moi j'en chope une et je la glisse dans mon portefeuille. Ça peut toujours servir. La vache! Hé, Sana! Figure-toi que cet ami connaît les matelassiers. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui sache cette chanson. T'y es, Popol? Oui. Félicie en pleurs. Je l'ai jamais vu rire aussi fort, ma petite mère. Du coup, ça me ravigote et j'en oublie le petit chien enfourché. Dans un rêve brûlant, j'aurais pu t'emporter. Oh! Allez, debout! Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi, sac à graisse, oh! Biscotte! Biscotte, on a du boulot. Ah bah toi peut-être, mais moi j'ai rempli ma mission, je t'ai retrouvé, alors laisse-moi écraser! Inspecteur principal Berrurier, vous êtes placé sous mes ordres et je vous ordonne de vous lever maintenant. Si je serais placé sous les ordres du pape, ce serait du kiff, mon pote. Tiens, mate un peu ça, Pépère. T'es beau quand t'embrasses l'adjudant Morbleu, hein? Ça vaut pas David Hamilton, mais c'est ressemblant, non? C'est même tellement beau que si tu te lèves pas tout de suite, je la poste au vieux. Hein? Tu ferais pas ça, Sana? Parole. Tu le ferais vraiment? Si c'est un défi, je la poste illico. Oh merde! D'accord, mais je survendrai ça, Sana. Tiens, espère un peu, tiens. Tiens, on dirait qu'il va flotter aujourd'hui. On
Tout ce que je souhaite, c'est qu'il tombe de la merde. Évidemment, chacun aime se retrouver dans son élément. Écoute, ça là, cette photo, donne-la moi. Il me la faut. Tu rigoles? Et qu'est-ce que j'offrirai à ta fan pour ses étrennes? Bah ça, si jamais la Berthe a ce nom de Dieu de cliché entre les mains un jour, je te casse les vertèbres une à une jusqu'à ce que tu ressembles à une limace. Ok, baby. Tu sais, mon rêve, ça a toujours été de pouvoir t'appeler papa sans que ça paraisse invraisemblable. Commissaire Conrouge, Gilles Lieu pour Paris Match. Avez-vous reçu vraiment une question? L'assassin était anticommuniste après tout. Commissaire Conrouge, répondez aux questions. Tenez, voilà justement le commissaire San Antonio et son fameux Saint-Bernard. Alors, ce double mystère, déjà élucidé? Au contraire. Tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que ce mystère n'est pas double. Il est triple. Ah bon? Tout ce qu'il y a d'abord, mon bon Conrouge. Le jardinier du comte a disparu. Et on a assassiné son chien d'un coup de fourche. Commissaire San Antonio. Bon, j'aimerais dire la déposition du bonhomme, là, tout de suite. Elle fait partie du dossier, si tu crois que j'ai le temps de te la chercher. Si tu l'as pas, prends-le, mon pote. À partir de là, tout de suite, c'est moi qui dirige les opérations. Tiens, regarde ça, ça te servira de décharge. Tu diras ça à tête reposée, on a du boulot sur le gaz. Pour commencer, je veux la déposition du jardinier. Fis ça. Il y a de l'agressivité, hein. Je suis pas toujours en concordance avec tes méthodes, mais je peux te le dire, gars. Tu viens de me faire plaisir parce que j'ai ce Conrouge en horreur. Je partage pas son allégresse si j'arrive pas à élucider cette affaire, mais t'as vu que je vais la sentir passer. D'accord. C'est instructif? Ouais, passionnant comme du Tintin. Mathieu n'a vu personne entrer ni sortir. Moi, c'est ce qu'il prétend. Dites les gars, vous avez pensé à interroger les gens alertés par le jardinier? Hein? Quand il allait chercher le toubib? Oui, monsieur le commissaire. Et alors, ça donne quoi? Ils ont confirmé, personne n'a entendu de coup de feu. Ok, merci. Dis voir, mec, on pourrait maintenant s'intéresser à la seconde affaire pendant que la première se décante. On pourrait, Beru, on pourrait. Vous autres commencez à organiser des recherches pour retrouver le jardinier. Et j'insiste, essayez de savoir qui téléphonait au comte au moment de sa mort. Tu crois que ce détail a une importance? Peut en avoir. Le comte a été tué presque à bout portant, et de face. Ça veut dire qu'il a vu son assassin. Il aurait pu à cet instant-là lâcher une exclamation susceptible de nous fournir une indication. Jockey, je veux pas te flatter, Sana, mais là, t'en as donc chou. Cet hommage étant rendu à mes immenses qualités et à ma vive intelligence, nous nous rendons chez les Montphéal pour étudier de très près le second volet de l'enquête. Feu Georges Montphéal était de son vivant conseiller financier. Il habitait un appartement d'un étage dans le quartier résidentiel. Commissaire San Antonio. Une bonne, vêtue de noir, m'introduit auprès d'une veuve encore jeune, encore blonde, encore bien roulée. Toutes mes condoléances, madame. Elle a le chagrin digne, mais sincère. J'aime assez. Madame Montphéal, votre mari avait-il des ennemis? Quand on fait de la politique, on en a fatalement. C'est dans la nature des choses. Mais peut-on appeler des ennemis des gens qui ne partagent pas vos opinions? Certes non. Bon, parlez-moi de ce qui s'est passé en prenant les choses par le commencement. Qui s'est levé en premier? Maria, notre femme de ménage. Et ensuite, qu'a-t-elle fait? Attendez, laissez-moi reprendre le cours des événements. Elle a toqué à la porte de notre chambre pour réveiller mon mari. Il avait du travail à préparer. Puis elle est allée faire le café. Quel a été le comportement de votre mari? Il s'est levé. Il est allé prendre les journaux sur le paillasson, son petit déjeuner à la cuisine, et il s'est enfermé dans son bureau pour travailler jusqu'à 8 heures environ. Et vous, pendant ce temps? J'ai fait ma toilette, je me suis occupée des enfants, et j'ai couvert des pots de confiture avec Maria. Continuez. Vers 8 heures, donc, mon mari est sorti de son bureau, et il m'a dit qu'il allait prendre un bain. Et ensuite? Après avoir couvert les confitures de Maria, je suis allée dans notre chambre. J'avais préparé les effets de mon mari sur le lit. Il ne les avait pas touchés. J'ai été surprise. Je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Alors, j'ai ouvert la porte de la salle de bain Et personne n'est venu dans la matinée avant le moment du drame? Si. Un secrétaire de mon mari, je crois. Je ne l'ai pas reçu. Il a seulement apporté des documents que Georges lui avait demandés. Il les a remis à Maria et il est reparti. Au premier regard, je m'aperçois que le fenestron de la salle de bain est garni de barreaux et qu'un marché s'est installé juste en bas de l'immeuble. Sa pauvre tête était renversée en arrière. Sa gorge était ouverte et il y avait du sang partout. Dire qu'on le tuait à 2 pas de nous,
Les enfants jouaient, maman raccommodait. Je couvrais des confitures. Maman? Vous avez encore besoin de renseignements? Non, madame. Merci. Je la regarde. Le noir va bien lui aller. Pour peu qu'elle mette aussi des bas noirs, je suis partant pour régler la succession de son mari. Vous avez pensé que je suis un poil nécrophalique sur les bords, mais moi je dis ce que je pense. Ah si, pardon. Le nom et l'adresse du secrétaire venu apporter les documents en question. Jean-Louis Bécolon. Il travaille rue des Deux Églises, à la pharmacie générale. Merci. Et encore toutes mes condoléances. Je prends congé et je mets le cap sur la rue des Deux Églises. Lorsque je tourne le coin de la street, je réalise soudain que j'ai oublié le gros dans le salon de Madame Montphéal. Basta. Il rejoindra sa base par les moyens du bord, ce gros sac à vin. Monsieur Bécolombe, s'il vous plaît. C'est le grand monsieur mince là-bas, avec une chemise blanche et une cravate noire. Merci, ma jolie. Monsieur Bécolombe? En personne. Commissaire San Antonio. Ah bon? Vous semblez surpris. Vous n'avez vu aucun policier depuis l'assassinat de Monsieur Montphéal? Non. Vous avez bien rendu visite hier matin au Montphéal? Oui. Quelle heure était-il? Quelques minutes avant 8h30. Mon service au magasin commence pile à 8h30. Vous avez vu Montphéal? Non, il était dans son bain, m'a dit sa femme de chambre. En gros, vous n'avez vu que la boniche? Oui. Vous lui avez remis des documents? Oui. De quel genre? Il concernait la campagne électorale. Vous vous êtes attardé au domicile de votre candidat? Absolument pas. Cette visite n'a duré qu'une minute. D'ailleurs, j'étais pressé. La section de votre parti pense présenter un nouveau candidat, j'imagine? Aucune décision n'a encore été prise, mais je pense qu'elle le fera. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne le fasse pas. Les agissements d'un fou ne doivent... Bla 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 bla. Purée. Quand je rejoins le commissariat, je suis tout surpris de trouver celui-ci étrangement calme. Je m'assieds à un bureau, je regarde, je pense, je récapitule. Oh, monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! Je suis bien content de vous trouver. La plume, c'est ça? Oui, la plume, Jérôme Laplume. Mais j'ai du nouveau en ce qui concerne le coup de téléphone reçu par le comte. Non, alors là, tu me fais plaisir, fils. Je t'écoute, bébé. L'appel venait de Paris. Et il a été donné d'un bar tabac de la rue du Colisée. Un bar tabac? Bon, j'espérais mieux. Enfin, c'est déjà ça. Très bien, puisque t'es là-dessus, tu vas rentrer à Pantruche et tu vas m'interviewer la buraliste. Si elle pouvait te décrire quelqu'un, note bien, ce serait un miracle. Je fonce, monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! Je fonce! J'ai l'air tout choix de retrouver Paname, la plume. Il va commencer par aller faire une fleur à sa bergère, pourvu qu'il la retrouve pas dans les brandillons du plombier. Demande pardon. Là-dessus, le fameux berrurier fait une entrée remarquée parce que remarquable. Il a sa cravate coupée au ras du nœud, et le haut de son chapeau est cisaillé comme le couvercle d'une boîte de conserve. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, gros? Quelqu'un a voulu te trépaner? Ah, parle-moi-en pas. Ce sont ces gosses de l'endroit où tu m'as laissé qui sont infernales. Infernaux. Pourquoi est-ce que tu m'as moulé dans ce salon? Parce que tu t'y es endormi, ma grosse guenille bleue, et que je t'y ai purement et simplement oublié. Charmant. Ça t'est jamais arrivé à toi d'oublier ton chien chez le crémier? Imagine-toi que ce sont les garnements de la veuve qui m'ont arraché au bras de Morflé. Ah, les sagouins! Ils jouaient aux Indiens un jour que leur papa est de la viande froide. D'ici qu'ils butent leur moment, y a qu'un pas. Faut pardonner aux enfants, gros. Ce sont que des enfants. Et la veuve, elle s'est pas excusée? Des clous! Elle était au téléphone quand c'est que je suis sorti du salon après avoir caloté ses chiards. Et à propos, elle causait avec un type. Et tu sais ce qu'il disait? Et il disait... Oui, c'est moi qui lui ai parlé de toi. J'étais bien obligé, car la bonne l'aurait fait. Sans blague. Tessuel! Et puis elle m'a aperçu et elle a eu un soubresaut. Elle a dit très vite... Je vous rappellerai plus tard. Tu piges. Avant de me voir, elle tutoyait son électrocuteur, mais en ma présence. Elle s'est mise vite fait, elle vous soyez. Ça, c'est intéressant, mon gros. Et à toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé comment il se faisait que je fusse encore chez elle. J'y ai dit que je m'ai endormi. Bon, eh ben, je vais aller écluser un gorgeon. Qui même me suive? Non, c'est toi qui vas suivre quelqu'un, mon pote. Tu crois? Bah oui. Tiens, ça, c'est l'adresse de Jean-Louis Bécolon. Alors tu me récoltes tout ce que tu peux sur ce zig. Tu crois que je peux sortir Comac? Achète-toi une autre cravate, gros. Tu la mettras sur la note de frais, après tout. C'est un accident du travail, en quelque sorte. Je vais m'en offrir une bleue à poireaux. Je trouve que ça fait élégant. Moi, c'est pas pour dire.
mais je suis porté sur la toilette. J'aurais dû vivre à l'époque de la marquise de Pompidou. Et en fait, j'ai repéré un bas de resto pour la croque de midi. Ça s'appelle la Grande Pédoc. Ah, ça doit être une tante qui tient ça, mais le menu m'a semblé intelligent. C'est un phénomène, votre adjoint, monsieur le commissaire. Lui, c'est la joie des enfants, la tranquillité des parents et l'un des meilleurs éléments de la police française. Sans Beru, le monde serait gris comme un jour de Toussaint. Le restaurant que Beru appelle la Grande Pédoc se nomme en réalité la Reine Pédoc. Vous aviez déjà rectifié, j'imagine. Je connais trop votre intelligence, votre érudition et votre esprit d'à propos pour en douter pendant plus d'une seconde. À 13h, heure française, je m'y installe. À 13 plombes, 20 minutes, le Gravos me rejoint. Il est tout jubilant, cravaté de bleu à pois rouge, le chapeau refermé avec des épingles. Bah dis donc, mon pote, tu ressembles à Louis XI, en plus de du. Biscotte. Bah biscotte ton chapeau avec tes épingles, là. T'aurais pu t'en payer un autre. Tu déshonores la police en ce moment. Mais la police m'assied dessus. C'est pas sur la police que tu t'assieds, c'est sur tes bretelles, souillure. Ah, mais c'est pour ça que les gens se poilaient sur mon passage. C'est aussi pour ça. Bon, alors, t'as du neuf et du raisonnable? Yes, monsieur. Qu'est-ce que t'attends pour déballer la marchandise? J'attends d'avoir composté mon menu. Lufia, vous allez me servir un saucisson en brioche, une andouillette. Vos andouillettes, est-ce qu'elles sont un brin la merde? Monsieur plaisante. Ah, dommage. L'andouillette, c'est comme le gibier, faut que ça ait du corps. Je vais tout de même l'essayer. Ensuite, vous me donnerez un bœuf mironton, des cèpes avec beaucoup d'ail, du from-coq et une omelette flambée. D'accord? Pour moi, une truite. Pour moi, une truite aux amandes, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Ah, mon pote, c'est une bénédiction que je me fusse endormi chez mon féal et que j'eusse entendu son coup de grelot. Figure-toi qu'après sa sortie de la droguerie, le gars Bélocon est allé à l'église. Ah oui? J'ai cru que c'était pour en dire une petite, mais en réalité, il est allé retrouver la veuve. Pas possible. Ma parole! Et dans un coin tellement obscur que t'aurais pu développer des photos. Il y avait personne sauf moi. Of course. Ils ont causé un petit moment à voix basse, et puis ils ont giclé chacun de leur côté. Eh ben voilà, du bon gros boulot de fait, gros! Puisque t'es content du bonhomme, tu me la rends, la photo. Tiens, Beru. Chose promise, chose drue. Avant de la déchirer, je veux quand même la montrer au poteau du bureau, tiens. Surtout à Pinot. Ah, ça va mieux. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va rentrer à Ceinture-Luru. Maintenant, faut laisser décanter. Eh ben, tu démarres pas? Tu vois ce que je vois là-bas? L'affiche sur le panneau électoral. Ce soir, à 20h30, Achille Landauffet, candidat du Parti Socialiste, tiendra une grande réunion publique et contradictoire. Malgré le fou sanguinaire qui est de blablabla. Eh ben dis donc, en v'là un qui va faire le plan, je te l'annonce. S'il se tire les plumes de ce merdier, il est sûr de remporter le morsif. Dis-moi, grosse pomme, et si on y assistait à sa circonférence? T'es pas ouf. Moi, la politique, ça me fait horreur. Dans le cas présent, je te rappelle quand même qu'elle joue un rôle primordial dans cette affaire. Oublie pas quand même, c'est le lendemain de leur réunion publique que les autres candidats ont été assassinés. Pour ces coinces, t'as rien à craindre. Paraît-il qu'il a des anges gardiens, en veux-tu, en voilà. Je sais, mais je vais tout de même assister à la séance. « 20h20. La salle des réunions contradictoires de Bellecombe est archi-comble. Les Bellecombais sont venus en foule. Pas pour déguster l'éloquence et le programme du candidat, non, mais pour voir si on va le bousiller. Supposer qu'on leur annonce le lendemain matin que le bonhomme Landauffet s'est fait liquider pendant sa profession de foi, ils auraient trop de regrets d'avoir manqué ça. Achille Landauffet est un homme d'une quarantaine d'années. C'est un gros minotier au tempe argenté qui a dû faire beaucoup de blé, car il est d'une élégance achevée. Grand, bien découplé, l'œil clair, le geste autoritaire. On sent illico en lui l'homme fait pour commander et pour gagner du fric. Je commencerai... Merci, non, s'il vous plaît, merci. Je vous demande de vous arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Bravo, mon Achille. Merci. Je commencerai par rendre hommage à la mémoire de mes deux adversaires si tragiquement disparus. Il m'est difficile de vous exprimer combien il m'est pénible de voir périr de la sorte deux hommes.
qui certes ne partageait pas mes idées, mais qui n'en avait pas moins droit à toute mon estime. Bravo! Bravo, Achille! Bravo! Merci, merci. Ensuite, je voudrais exprimer ma confiance en l'efficacité de la police. Le coupable sera démasqué et châtié. Ce fou, qui tel Jack l'éventreur rôde par la ville avide de sang nouveau, n'empêchera pas la France de suivre son cours. Merci, merci. Et quant à moi, j'irai jusqu'au bout de ma mission, quels qu'en soient les risques. Et si je dois périr, eh bien j'offre ma vie au pays, en espérant que ce dernier en fera bon usage et que les générations futures se souviendront d'un homme qui a su faire face à peur. Blablabla, blablabla. Bla. J'aurais aussi bien fait d'aller au cinoche voir jouer la main de ma sœur dans le club d'un soir. Ah, vous êtes là, cher ami. Oh, quel plaisir de vous voir. Eh les gars, oh, vous ne quittez pas des yeux avant les élections, hein. Vous inquiétez pas, monsieur le commissaire. On se relaie. Nous sommes toujours deux à le surveiller et en plus on roupille dans son antichambre. Banco, s'il lui arrivait un turbin, on pourrait se mettre bientôt à potasser les petites annonces pour trouver de nouveaux jobs. Bon, alors en ce moment ça va, il y a du boulot, mais imaginez un jour qu'il y a la crise en France. Oh. Alors là... Bonsoir, monsieur. Allez, un dernier regard à Landauffet. Merci à vous. Il est très entouré, le minotier. On le congratule, on lui malaxe les phalanges, bref, il fait figure de héros. Je rentre à Saint-Urluru. J'ai hâte de renifler la bonne odeur de la cambrousse et faire une bisouille à ma Félicie. Le vent tourbillonnant qui rabat les volets. Là-bas, tord la forêt comme une chevelure. Tend la forêt comme des chevelures. Des troncs entrechoqués monte un puissant murmure, pareil au bruit des mers rouleuses de galets. Ces vers appris à l'école primaire hantent mon subconscient. Tu parles d'un été. Vous m'en mettrez deux comme ça, s'il vous plaît. C'est pour offrir à mon percepteur. Déjà levé? Ouais, c'est 4 heures tous les matins. Y a que le matin qu'on peut faire du bon travail. Sauf si on est veilleur de nuit, bien sûr. Je voulais dire, dans notre métier, mon garçon, vous avez du nouveau? Pas encore. Je m'en doutais. Vous autres, les genoux, vous faites des enquêtes comme un jeu des terreurs, avec un crayon et du papier. Bon appétit, monsieur, là. Salut, Ruy Blas. Oh, il te fait un vent à décorner un gendarme ce matin. Dites donc, j'apprécie pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Eh, mon pardon, hein, je causais pour dire. Y avait aucune allusion à vous, hein. Eh, mais je l'espère bien, mon ami. Madame Morbleu a toujours eu une vie privée irréprochable, j'aime autant vous le dire tout de suite. Alors, facteur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es mis dans cet état-là, toi? Comme Missa San Antonio, faut Faut que je vienne tout de suite. C'est pro. Un fait nouveau? Vous dites qu'un fait nouveau s'est produit? Oui. Mais parlez, sapristi. On nous en a tué un autre. Landauffet s'est fait dessouder pendant la nuit. Ah, Madame Rigaudin. Julie Presky pour Commissaire San Antonio, est-ce qu'il s'agit d'un tueur de série, comme on dit aux États-Unis? Ah, mon vieux San Antonio, c'est terrible. Terrible. Le socialo, il est mort cette nuit. Ah, le salaud. Dis-moi que c'est une blague. Oh, hélas, 3 fois, hélas. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, l'un des inspecteurs chargés de la surveillance va te le dire. Martinet, venez ici. Au rapport, au pied. Alors vous êtes fait pigeonner comme des jambons? Bah non, mais c'est-à-dire, monsieur le commissaire... C'est-à-dire quoi? Ben voilà, monsieur Landauffet est rentré à son domicile. Il nous a ouvert la porte de la maison pour nous faire rentrer dans l'hall où moi et Mirador on dort. Hein? Pourquoi dites-vous qu'il vous a fait rentrer? Ah, il nous a ouvert la porte. Lui, il rentrait sa bagnole dans son garage sous la maison et il remontait directement à sa chambre par un escalier de service. Pardon? Vous l'avez pas escorté jusqu'au garage? Non mais je rêve là, je cauchemarde. Non mais si, c'est même moi qui lui ai ouvert la porte du garage et qui a allumé. Ensuite, monsieur Landauffet est entré avec la voiture, j'ai refermé la porte derrière lui et je suis retourné dans le hall après avoir contourné la maison. Et moi et Mirador, on a dormi jusqu'au petit matin.
Et alors? Et on a retrouvé Landauphé dans son garage, mort asphyxié par les gaz d'échappement. Et allez, un défunt de plus. Sacrée collection, non? Cette fois, ma carrière arrive sur une voie de garage, précisément. Eh, Rouge, est-ce que le médecin a examiné le cadavre? Il est justement en train de le faire. Bon, venez avec moi, Martinet. En route pour la maison Landauphé. Martinet, est-ce que l'électricité marchait encore lorsque vous êtes entré ce matin? Laissez-moi réfléchir. Oui, je suis formel. L'électricité ne marchait plus. Attention, vous êtes certain? Certain! Vous avez inspecté les lieux en entrant ici? Oui, monsieur le commissaire. Personne ne s'y cachait? Impossible, il n'y a que des bidons d'huile et un tuyau d'arrosage. Où est-ce qu'il se serait planqué? Et dans la voiture de Landauphé? Non, ça n'est pas envisageable non plus, monsieur le commissaire. En sortant de sa réunion, il tenait un rouleau d'affiches et c'est moi-même qui les ai déposés sur la banquette arrière. Ensuite, il ne s'est plus arrêté avant son domicile. Ah ouais? Et où se trouvait le cadavre lorsque vous avez enfoncé la porte? Entre l'auto et le mur. Reconstituez très exactement sa position. S'il vous plaît. Comme ça. Martinet ouvre la portière avant gauche de la voiture, puis il s'accroupit bizarrement, voilà. Le derrière contre le châssis de la voiture, la tête au bas du mur. Je montre un rouleau d'affiches qui gît sur le sol, pas loin du pseudo-cadavre. Est-ce trouvé là, ces affiches? Ah, nous n'y avons pas touché. Et alors? Qu'est-ce que j'apprends? Le dernier client s'est fait repasser? Où qui sont les enfoirés chargés de sa protection, là, que je leur apprends comment on refait un nœud de cravate? Eh oh, Beru, du calme, du calme. T'es déjà plein comme un boudin, ce qu'on dirait. Ouais, mais c'est pas possible. Demande à Popol ce qu'on a éclusé, autant dire un pipi de fourbu. Exact. Merci, Beru. T'avais bien besoin de nous flanquer ce vieux spouts dans les pattes, là, comme si on avait pas assez d'emmerde comme ça. Je te défends de traiter Popol du spouts. C'est un gars comme ça. Il a des idées, lui. Alors laisse-lui mener son enquête. Et tu verras ce que tu verras bien. Taillez-vous tous les deux, espèce de poivreau, sinon je vous fais foutre au gnouf comme des clodos. Allez, dégagez. Eh bien, Popol, mélangeons pas les torchons avec les serpillères. Allez, oh, dégagez. Tout ça, c'est salopard et compagnie. Je me comprends. Lorsque les deux gorées réunis se sont évacués, je demande à voir le corps. On me drive jusqu'au petit salon où le cadavre est assoupi sur une bâche. Un toubib en manche de chemise est assis devant un guéridon Louis XV. Je me fais connaître et il dresse sa petite tête de théière sans son couvercle. Il a un nez comme un bec verseur, deux oreilles en forme d'anse et le crâne tout plat sur le dessus. Pour achever la bête, il est affligé d'un petit tic qui par moments fait remonter son œil droit jusqu'au milieu de son crâne. C'est pourquoi? San Antonio, commissaire. Certes. Ouais, certes. Première impression, Doc? Cet homme a subi un traumatisme à la face. Le coup a été violent, mais pas assez pour pouvoir provoquer la mort. Il n'a causé qu'un chaos. La victime est tombée, son visage s'est trouvé à 1,50 m environ du pot d'échappement. Il n'a plus eu la force ensuite de se relever, et puis il est mort. Il est mort, et il est mort. Je me penche sur ce pauvre Landauphé. Une vilaine tache bleuâtre, large comme une soucoupe, lui marque le front. Et avec quel instrument cette blessure a-t-elle été faite? Avec une brique. Regardez, on aperçoit nettement les particules de terre cuite sur toute la surface du traumatisme. Le décès est intervenu vers quelle heure? Entre minuit et 1h du matin, je suppose. Très bien, merci Doc. Rédiger un rapport détaillé, ça va pas tarder à remuer en haut lieu. Bon, maintenant, passons à la vie intime du défunt. Monsieur Landauphé était veuf, il vivait ici avec sa fille et son petit-fils, un bébé de 16 mois. En plus, il y a une bonne. C'est tout. On peut pas être plus succinct. Je remercie d'un hochement de tronche et je vais voir la famille. La fille est une belle gosse. Blond, roux, avec des taches de rousseur coquine, des yeux pâles et de la forme là où ce qu'il en faut. Je suppliais papa de retirer sa candidature. Quand cette série de meurtres a commencé, j'ai eu comme un pressentiment. Vous assistiez à la réunion électorale d'hier soir? Non. À cause de mon bébé. Et votre mari? Il est en voyage. Mais c'est tiré avec une poule. Je demanderais bien des détails, mais je suis trop de gentleman pour le faire en présence de la jeune femme. Madame, avez-vous entendu rentrer votre père hier soir? Non, j'ai le sommeil très profond. Je n'ai été réveillée que ce matin par les cris d'Augustine. La porte qui fait communiquer les appartements au garage comprend combien de clés? 2. Votre père en avait une? Les 2, monsieur le commissaire. Comment ça, les 2? Les récents événements avaient rendu mon père très prudent.
Cette porte dans le garage aurait pu permettre à quelqu'un de s'introduire sans difficulté dans la maison. Il la gardait fermée en permanence et il ne se séparait jamais des clés. C'est ce qui explique que j'ai été obligé d'enfoncer la porte, comprenez-vous? Je comprends, oui. Allons voir la bonne. Augustine? Oui, Augustine. Ô stupeur, ô rage, ô cédar. Devinez qui se dégauchit à la cuisine. Beru et Morbleu. Ils sont assis à la grande table et sirotent 2 cafés que vient de leur servir Augustine. Celle-ci est une grosse dondon de lu avec un chignon façon centre d'accueil pour pigeons voyageurs. Elle leur verse dans le kawa une forte rasade d'alcool. Bah, Beru, que signifie? Comme on avait le blanc de ce matin qui nous restait sur la patate, on s'est dit qu'un café bien fort avec une larmichette d'ammoniac dedans, ce serait indiqué. Alors, mademoiselle qui est la bonté même... Tu te fous de moi ou quoi, là-haut? T'appelles ça d'ammoniac? C'est du calvados. Non! Elle en avait pas. Et faute de grive, on est bien obligé de bouffer des merles, non? On verra ça plus tard, souillure. À nous, mon petit lapin. Racontez-moi un peu votre soirée. Bon, j'ai été me coucher. Seul? Dites donc, moi la pris. Je suis une honnête fille, moi. Hein? Je couche pas avec des hommes chez mes patrons. N'a rien entendu? Rien de rien. Même pas l'arrivée de votre patron et des inspecteurs qui l'escortaient? Bon, si, j'ai vaguement entendu un bruit de voiture et des craquements de portière, mais ça, c'est à travers mon dodo. Donc, rien à signaler? Rien de rien. Ce matin, vous vous êtes levé, comme d'habitude? Bah oui, comme d'habitude, j'ai préparé le petit déjeuner à monsieur. Quand le café l'a eu passé, j'ai été l'appeler. Monsieur, monsieur. Personne n'a répondu, j'ai ouvert la porte. La chambre, elle était toute vide. Alors j'ai pris les chocottes et j'ai couru chercher les détectives. Et vous n'êtes pas descendu au garage? Oh bah dame, non, hein. Pourquoi je serais descendu là-dedans, moi, dans le noir? Ça sera tout pour l'instant. Merci, Augustine. De rien, monsieur. Mais voyons, Popol, tu te tiens plus le litron, ma parole. C'est cet ammoniac qui m'a barbouillé. Mais c'était pas de l'ammoniac, c'était du calvage. Je te dis que c'était de l'ammoniac. J'ai bien reconnu le goût. Allez, fais dodo, ça te fera du bien. Qu'est-ce que tu fais, mec? Une seconde inspection du garage. Il y a quelque chose qui me turlupine, je sais pas quoi, mais ça m'agace. On a retrouvé l'arme du crime? Nib, c'est une brique. Une brique? Tu remarques rien, Sana? Quoi donc? Les murs du garage. Ils sont en briques. Tu veux que je te cause de même, gars? Si t'arrives, ma biquette, je veux bien, ouais. Cette fois, c'est un accident. Ah bon? Parce que cette fois, il s'agirait d'un crime en vase clos. Et que tu m'excuseras, mais les crimes en vase clos, moi j'y crois pas. Dans les romans de la Tata Grisby ou de la Chicorée Leroux, je veux bien. Mais dans la réalité, ça existe pas parce que c'est pas possible. Et les autres, gros malin? Qui les autres? Bah, les 2 premiers meurtres. Là, il s'agit bel et bien de meurtre et pas d'accident, tu me diras pas le contraire. Dac. Mais attention, c'est pas le vase clos. Personne n'a vu sortir l'assassin, mais il y avait des portes et des fenêtres. Ici, 2 lourdes fermées de l'intérieur. D'où ma contusion. Accident. Maintenant, si t'as envie de te casser le chou avec des histoires de comment est-ce pourquoi il a pas arrêté son moteur, comment il a éteint l'électricité, moi je préfère aller jouer à la belote. Le gars, il s'est cassé le bol contre le mur, et c'est tout. Merci, gros. Je pourrais toujours accréditer ta thèse de l'accident, ça fera diversion. Et si c'est un meurtre, j'aurai au moins les coups des franges pour travailler. Commissaire San Antonio, on vous appelle de Paris. Allô? Je vous avais demandé de me tenir au courant d'heure en heure, San Antonio, et vous ne l'avez pas fait. Cette enquête se déroule à la campagne, monsieur le directeur, et c'est pas commode d'avoir la communication avec Paris. Arrêtez votre cinéma, hein. Je viens d'apprendre par Conrouge qu'un 3e candidat a été assassiné cette nuit. Rendez-vous compte des dimensions extravagantes que prend cette affaire, mon cher. À Paris, on ne parle que de ça. Monsieur le directeur, il semblerait que le 3e meurtre n'en soit pas un. Comment ça? Tous les indices tendent vers une mort accidentelle. Un accident? Et vous espérez vraiment faire croire une telle foutaise aux journalistes? Pourtant, monsieur le directeur... Et le public, San Antonio. Pour qui
qui le prenez-vous, le public? Je vous rappelle que nous sommes en 1975, sacrebleu. Maintenant, tous les candidats de Bellecombe sont morts et vous allez essayer de noyer le poisson. Moi, je vous dis qu'il s'agit d'une série de meurtres dus à un fou sanguinaire. Et je veux l'assassin. Alors trouvez-le, ou j'attends votre démission. Allô? Allô? Eh merde. Sana, tu connais la nouvelle? Non. Ici, elles vont tellement vite que j'ai renoncé à les suivre. Les partis politiques ont décidé de ne plus présenter de candidats tant qu'on n'aura pas agrafé l'assassin. Je les comprends un peu. Alors, avec Popol, on a eu une idée du tonnerre. Je vais me présenter, mec. Te présenter où? Aux élections. Et c'est Popol qui sera mon adjoint. Et ben voilà. Faut qu'on en sorte, non? Si c'est un fou qui a décidé de buter les candidats, il essaiera de m'avoir. Attends, tu vas te présenter... Toi? Oui, monsieur. C'est génial! Et pour vous, pour nous, tous les gens de police, quelle publicité, quelle réhabilitation aux yeux du public. Un inspecteur s'offre en holocauste à la furie du sinistre meurtrier. Un inspecteur principal, si tu veux. Bellecombès! On n'est pas ce que vous croyez. La preuve, c'est que moi, Berrurier Alexandre Benoît, inspecteur principal, je lance un défi à l'assassin de Bellecombe en me présentant à vos suffrages. S'il veut m'empêcher de candider, qu'il y vienne. Ce soir, dans la salle des réunions, on vous définira notre programme. Venez nombreux, l'assassin y compris. Et surtout... Venez nombreux, l'assassin y compris. Et surtout, notez Berrurier. Arrêtez cette musique, sacrebleu! Vous êtes devenu fou, quoi, San Antonio? La police meurt de ridicule. Je vais démissionner, écrire une lettre ouverte dans le Figaro. Que sais-je? Que c'est-il? Passez-moi Berrurier immédiatement. Impossible, monsieur le directeur, impossible. Il est entré en loge au troquet local avec son adjoint. Il prépare sa réunion publique de la soirée. Renégat de la police. C'est dans des moments comme ça que je me demande pourquoi j'ai pas choisi de me faire marin, marchand de bagnole ou poseur de passage clouté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et gendarmes ici présents, j'ai l'honneur, le très grand honneur, de vous présenter votre nouveau candidat. Vous serez galvanisés par son courage, séduits par son programme, et vous voterez tous pour... Alexandre Benoît Berrurier. Bellecombès! Si je viens me présenter devant vous pour ce dont au sujet de quoi vous êtes au courant, c'est pas parce que je suis métalomane. C'est parce que j'estime que le régime de la dégonfle n'est pas payant et que si on devrait l'appliquer, on serait plus digne d'être français! Bravo, Alexandre Benoît! Il se défend pas si mal. À cause d'un tordu dont mon chef, le célèbre commissaire San Antonio, tardera pas à lui mettre la main dessus, v'là les partis qui se déculottent! Silence! Tiens, mon gars, écluse ça. Ah! Voilà avec quoi qu'on carbure dans notre parti! Au brouillis! Moi, Berrurier, je le dis à l'assassin s'il se trouve dans cette salle. Je t'attends, mon pote, et j'ai pas peur de toi. Viens essayer de me buter, je suis ton homme. Bellecombès. Faut mater l'avenir dans les yeux et pas chercher à jouer le beau vélo de Ravel. Il y a des mesures qui s'imposent, comme dirait mon tailleur. Je vais vous les énamourer les unes après les autres. Commençons par le commencement. Augmentation de salaire de 80%. Ensuite, la pause Beaujolais dans les bureaux et les usines 2 fois par jour, avec service gratuit et dégustation de crus variés. Julienne à Saint-Amour. Morgon. Tout le monde aura sa part. On distribuera le petit verre de Calva dans les écoles maternelles en hiver. Il y aura la visite au bordel obligatoire pour les collégiens. Les gendarmes, parbleu, tous seront double solde à Noël et pour le 14 juillet. C'est l'homme qu'il nous faut. Et vous devez vous demander comment qui va payer tout ça. Eh ben, c'est bien ça. Plus d'impôts. Le
gouvernement nous chambre avec la baisse des prix. Et c'est lui qui augmente les impôts, faudrait savoir. Si je supprimerais l'impôt, les prix baissent, c'est recta. Et si les prix baissent, le commerce marche mieux. Donc, on se farcit une époque d'abondance vite fait sur le gaz. Merci, Tout ce que je vous cause, c'est du grosso modo. Il y a mieux à faire, je le sais. Et si vous m'élirez, je le ferai. Et surtout, votez Bérurier. Monsieur le directeur. Mes hommages, madame. Il est bien évident, mon cher, que votre Bérurier est révoqué à partir de ce soir. Non, non, écoutez, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que monsieur Bérurier a agi ainsi pour le bien de l'enquête. Si vous le désavouez en le révoquant, les journaux vont s'emparer de la chose, la monter en épingle et la police n'aura rien à y gagner. Oui, non mais... La police, ne trouvez-vous point, chère madame, qu'il l'a assez couverte de ridicule pour ce soir? Monsieur Bérurier est un homme simple, monsieur le directeur. Sa candidature ressemble justement à une farce et les rieurs sont donc de son côté. J'ai été frappée au cours de son discours par sa gentillesse et sa cocasserie naturelle. C'est un personnage qui sait se faire aimer parce qu'il possède une grande pureté sous des dehors... mon Dieu, comment dire... rebutant. Madame, je vous trouve bien indulgente. Bon, mon cher San Antonio, faisons donc un marché. Vous me livrez le coupable dans les 48 heures et j'oublie ce que j'ai dit à propos de votre vieux complice. Mes hommages, madame. Ça a vachement carburé. Bravo, monsieur Bérurier. Ah, je crois que c'est dans le sac, comme on dit à la cour d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, bébé rouge? Mon érection à la chambre. Ah, parce que tu comptes vraiment être député? De conneries. Non, mais tu l'entends, Popol, hein? Oui. Et comment que je veux être député? Et du train où ça va, j'arriverai peut-être au grade de ministre dans la politique. C'est pas comme dans la police. On prend de l'avancement à cause de sa grande gueule. Alors moi, je veux pas me vanter, gars. Mais pour ce qui est de l'organe, je l'ai, non? Le blabla, c'est un don, quoi. Ouais, mais en attendant, fais gaffe à tes plumes, gros. Oublie pas, l'assassin est dans l'ombre. Et te guette. Je ne t'ai connu autant de ma jeunesse. Oula, tu me parais en pleine bourre, gros. J'y suis. Ce matin, j'ai eu une conférence de presse au Café de l'Industrie et au Monument aux Morts. Alors, j'ai repassé les grandes lignes de mon programme dont j'ai pris la parole hier soir. Tu m'agaces un peu, Béru. J'ai l'impression que tu prends le melon. Dépêche-toi, moi je vais sortir la bagnole. Bonjour, monsieur Bérurier. Faudra que je m'achète un autre badass matin. Ouais, faudra. Ah, c'est ma Gravos qui va se redresser quand je serai député. Auprès des voisins. Tu juges les faits. Je lui dis pas ce que je pense au Béru. Primo, parce que ça le fâcherait. Deuxio, parce que mon attention est accaparée par les dangereuses évolutions d'un gamin juché sur un vélo trop grand pour lui, en face de nous, là, qui décrit des embardés dans la côte. Eh, fais gaffe, Sana. T'as vu ce petit abruti là-bas? Il nous fonce dessus. Ah, si c'est pas honteux de rouler sur une vieille bécane sans frein, non? Mais t'aurais pu te tuer, petit. Ça va aller, petit? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fous, Béru? C'est un truc que je vais inclure dans mon programme. Faire vérifier les freins des vélos de gosses. C'est là! La bagnole! Elle vient de péter comme dans un film ricain! Je cours vers le brasier. Trop tard. Auto-allumage, embrasement général. Quelqu'un a collé une grenade incendiaire sur mes coussins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fou dont une inexistence a essayé de s'offrir ta peau, gros. Et comme il n'est pas une existence près, il se payait la mienne par la même occasion. Sans l'accident de ce morveux-là, on avait chaud, mon pote. Tu joues au petit train? Tu crois que c'était moi qui étais visé? Je te le parie à 1000 contre 1, bébé lune. Tu dois commencer à piger que dans ce patelin, le métier de candidat est de tout repos. De repos éternel. La plume vous a déjà appelé 2 fois aujourd'hui, monsieur le commissaire. Il a laissé un numéro, vous pouvez le joindre. Merci, Glandu. Ouais. Allô, la plume? Oui. Ouais, c'est moi. Ça y est, monsieur le commissaire, j'ai déniché l'auteur du coup de fil. Pas possible. Parole. Et alors?
C'est qui? Une femme. Une certaine Natacha Banet. Elle habite dans une pension de famille, boulevard de Port-Royal. Et toi, t'es où, là? Dans la même pension qu'elle. J'ai pris une chambre à 2 portes de la sienne. J'attends vos instructions. Allô? 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 Calme-toi, fils, je réfléchis. Bon, la plume, tu vas essayer de lier connaissance avec elle. Non, ça va être coton, monsieur le commissaire. Moi, j'ai pas votre physique de cinéma. Les femmes me sautent pas dessus. Et quand il m'arrive de sauter sur elles, je reçois plus de beignes que d'encouragement. Très bien, alors tu la surveilles, j'arrive. Et voilà, ça m'a pris d'un coup d'un seul. Je me suis entendu dire ça sans avoir eu besoin de le décider. À quoi est-ce que ça correspond? Au besoin d'aller renifler l'air de Paris. Les gars, on a des nouvelles de Mathieu? Toujours rien. Et zut. Débrouillez-vous pour me trouver coûte que coûte une photo du personnage et quand vous l'aurez dégoté, envoyez-moi un exemplaire au Sommier à Paris, merci. Une plombe et demie plus tard, me voilà dans la capitale, direction la crèche de la demoiselle Natacha. Il s'agit d'une pension de famille discrète, un peu bourgeoise. Oh, monsieur le commissaire! Alors mon gars, t'en es où? Au même point. J'ai bien essayé de faire des risettes à la dame, hein, mais ça a pas rendu. Elle est sortie? Non, elle écoute la radio dans sa chambre. Oh! La voilà! Je vois passer une gamine dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on devrait l'éloigner des cardiaques. Belle à vous couper le souffle, à vous débrancher la horte, à vous mettre la moelle épinière en serpentin. Oh, cette personne m'a doué. Elle sort sur le boulevard avec le fils unique et préféré de Félicie sur ses talons aiguilles. Paris sans Paris et ne plus en pouvoir. Les gars, il y a de la tendresse dans l'air. Elle descend le Port-Royal jusqu'au boulevard Saint-Michel, puis elle descend le boulevard Saint-Michel jusqu'au Dupont-Latin. Je la suis. Et le manège commence. La Natacha ne m'aperçoit pas tout de suite et c'est dommage pour elle. La force de mon regard est telle, mon magnétisme si puissant que la belle souris finit par tourner sa jolie petite tête blonde de mon côté. Pas besoin de lui examiner le fond de l'iris pour comprendre que ça roule. Du coup, je me sens tout à fait bien. Et je pige ce qui me manquait à Bellecombe. C'était Paris. Si mademoiselle mignonne, achetez-moi un billet, s'il vous plaît. 100% gratuit. 100 francs. Hé, puisque mademoiselle vous dit qu'elle veut pas de billets. De quoi je me mêle? Bon, moi je t'en prends 3 des billets, allez maintenant dégarpille. Merci grand seigneur, vous, un prince de la nuit. Vous voulez parier que j'ai attrapé les numéros gagnants? C'est bien possible. C'est toujours comme ça que la fortune arrive. Si je gagne, on partage. D'accord? Et voilà le travail. Un quart d'heure après, nous déambulons dans le jardin du Luxembourg. Cette gosse, elle est belle et elle sent bon. Sa tiédeur ressemble à celle du printemps. Merde, v'là que je deviens lyrique, moi. Faudra que je prenne un dépuratif. Elle me dit qu'elle est la fille d'un ancien diplomate russe, le duc Igor Banetchkov, mort récemment. Et vous avez beaucoup d'amis ici? Non. Et des amants? Non. Cela va un peu vite. Je viens seulement de rompre avec mon ami et... Vraiment? Mais comment un homme peut-il vous laisser? C'est proprement inimaginable. Il ne m'a pas laissé. C'est moi. Mais surtout pas me dire qu'il vous trompait, surtout. Non, c'est beaucoup plus grave. J'ai appris que cet homme était... communiste. Pardon? Oui, vous avez parfaitement entendu. Communiste. Je l'ignorais. Il était beau, il était noble. Un conte. J'avais confiance, non? Hélas, tout se perd. Vous imaginez ces drames? Moi, la petite fille du grand-duc Banetchkov, exilée en France, ruinée par les soviets, être la maîtresse d'un communiste? J'ai cru que j'allais le tuer. Votre vie est un roman. Comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est généreux. Il y a 10 jours, mon ami m'a adressé une affiche électorale. Il y avait sa photographie sous la faucille et le marteau. Comment n'y suis-je pas morte à cet instant? Je me le demanderai toute ma vie. L'organisme est plus résistant qu'on ne croit. Certes. Et qu'avez-vous fait? J'ai rompu. Au téléphone? Oui, il ne méritait même pas une lettre d'adieu. Je lui ai dit que je lui interdisais de me revoir et que je n'avais pour lui que haine et mépris. Une tranche de vie. N'est-ce pas? Et comment cette espèce de gros con a-t-il réagi? Oh, les désespoirs. Il me suppliait au téléphone. Il jurait que si je rompais, il se suicidait. Il a ouvert un tiroir et il m'a dit qu'il saisissait un revolver. Oh, et ensuite, ma douce, ma tendre beauté? J'ai raccroché. J'ai horreur de ces scènes
déprimante. Il s'est suicidé? Oh, passez-vous. Les hommes sont bien trop lâches. Et le coup de téléphone dont vous parlez, vous l'avez passé un matin de la semaine dernière, c'est ça? Le mardi, je parie. Oui, c'est ça. Comment le savez-vous? Oh, rien. J'ai oublié de vous signaler que j'étais un peu médium. À ce point-là, c'est stupéfiant. Mais en effet, oui, c'est bien mardi de la semaine passée. Vous êtes un être fantastique. Je n'ai qu'un seul petit défaut, Natacha. Je suis un amant qu'on n'oublie jamais. Il est en train de se la faire là-bas. Eh, les oiseaux à lunettes, là-haut! Aïe! Putain! Oh, les pervers, là, dégagez! Ça va, là-haut, y'a rien à battre, hein? Quel est l'orfèvre, bonjour? Commissaire Santonio, passez-moi le cataplasme au sommier, là. Ah bonjour, commissaire. Je vous le passe de suite. Mais parfois, cataplasme, il lui faut 2-3 coups de fil avant qu'il réponde. Ah oui, d'accord, ok. Merde. Oh, merde. Cataplasme, Santonio. Ouais, dites-moi, est-ce que les services de Bellecombe vous ont fait parvenir la photo d'un certain Kidam? Je viens de la recevoir à l'instant. Bon, alors, faites-moi agrandir le visage immédiatement pour pouvoir identifier le bonhomme. Ah, je crois que je reconnais ce monsieur. Possible. Vous connaissez Mathieu? C'est pas son nom. Le prénom, oui, Mathieu. Justement, Mathias. Ça y est. Et je peux même vous dire qu'il est recherché par la police, hein. Nous disons Mathias. Ça y est, je l'ai. Mathieu, né le 18 janvier 1935 à Bélézy-le-Fignéné, quelque chose comme ça, en Seine-et-Eure. Domicilié impasse du professeur Grodu à Agnières. Tourneur sur jugulaire. Marié à Legounia-Fier-Solange, a tué sa femme le 23 avril 1968. Ah ben, elle aura raté mes 68, tiens. Au cours d'une crise d'éthylisme. Oh bon Dieu, l'alcool. Il a disparu et il est recherché par le parquet de la Seine. Merci, mon vieux. C'est tout ce que je voulais savoir. Adieu, cataplasme. Adieu, commissaire. 2 heures plus tard, je déboule au commissariat de Bellecombe. Ça va, les gars? Alors, on a tué qui aujourd'hui? Personne encore. À propos, monsieur le commissaire, on vous a déniché une photographie de Mathieu, pas très fameuse d'ailleurs. Ouais, je suis au courant, merci. Mathieu s'appelle en réalité Mathieu Mathias, et il a assassiné sa femme voilà 10 ans. Messieurs, vous avez drainé toute la Normandie. C'est le pays qui lui a donné le jour, comme on dit. À mon avis, vous le retrouverez sans trop de mal. Allez, bougez-vous! Celui qui mettra la main dessus aura sa photo dans la presse. Allez, Ça va? Alors, les pieds nickelés, qu'est-ce qui vous arrive encore? La popularité, ça s'explique pas! Je leur ai plu aux Bellecombais. Ils veulent sans arrêt que je leur cause. Ils aiment les paroles. Y'a pas... Bellecombais! Bellecombaise! Silence! Silence! Ce matin encore, l'assassin a essayé de m'avoir. Mais Bérurier, on se le fait pas comme ça. Me revoilà plus que jamais, mes amis. Et moi, Béru, je vous l'annonce. Quand c'est que je serai votre député, jamais les affaires ne seront allées aussi mieux et jamais Bellecombe aura été si Bellecombais. Y a pas de problème, mes gars, ça nage dans le beurre. Et puisque vous êtes tous réunis, je vous y propose de découvrir maintenant ensemble ce misérable assassin qui terrorise notre beau Bellecombe depuis trop longtemps. Je vous présente plus le commissaire San Antonio, la fine lame de la police française qui va vous résoudre cette énigme en 2 temps, 3 mouvements. Oh, y a pas. La politique, c'est épuisant. Allez, et maintenant à toi de jouer, mon pote. Je les ai bien chauffés. Trouvez cet assassin, mon gars! Trouvez l'assassin! Livrez-nous l'assassin! C'est la police! Vous criez un assassin. Ben moi, j'ai envie de vous dire, erreur! 3 affaires! Pardon, cher confrère, mais il me semble que tu oublies déjà un détail important. Lequel, Conrouge? L'attentat dont vous fûtes victime, Bérurier et toi. Ça fait donc 4 affaires. 4? Je fais la grimace. C'est pourtant vrai, j'y pensais plus. À parole, il va me flanquer la scoumoune, ce con rouge. Je regarde la foule.
Toute la ville est présente. Je reconnais le garçon au vélo avec un de ses copains dénommé Jeannot, qui travaille comme commis à l'hôtel. Celui-là, je le bique droit dans les cocards. Et je constate que ses yeux se dérobent comme une stripteaseuse. Tiens, tiens. Soudain, un éclair. Brusquement, tout éclaire. Je sais très exactement comment les choses se sont passées. Et le plus formidable des petites grand-mères, c'est que je bluffe pas là. Je vois. Dis-moi, toi, t'as quel âge, mon petit Jeannot? 24. 24 ans? Donc t'es majeur et vacciné. Un truc comme celui d'hier matin, ça va chercher dans les 5 ans, mon gars. Mais à moins que t'aies déjà subi des condamnations. Je sais pas. Oh, une lampe à souder, nom de Dieu. Donnez-moi une lampe à souder. Calme-toi, Popol. Encore une petite goutte. Une rincette. Eh ben vas-y. T'allais dire quelque chose, là? Je sais pas, Le petit machin pas. chose que t'as Non. collé sous la banquette de ma bagnole, qui est-ce qui te l'a donné? De personne. Tu veux pas parler ici? Tu préfères qu'on aille discuter de tout ça au commissariat? Bon, Je sais. C'était une blague, monsieur le commissaire. C'était une blague. De la farce fracassante, mon vieux. Je voulais... C'était à cause des journaux. Quand j'ai su que monsieur Berrurier... C'était pour jouer au fou, vous comprenez? Ah, tu voulais jouer au fou, mon petit gars. Ben oui, mais je savais pas que ça allait faire du dégât, moi, je vous jure. C'était juste une grenade d'entraînement que mon père avait rapportée du régiment. Je pensais seulement ficher la frousse à votre ami, à monsieur Berrurier. T'as pas pensé qu'il y avait de la poudre dans ta grenade soi-disant inoffensive? De la poudre qui a foutu le feu à la banquette, pauvre crêpe. Ah! Désolé, c'est plus fort que moi. Bousiller une bagnole presque neuve pour jouer au petit connard, y a de quoi vous révolter. L'envie me taquine d'embastiller cette larve. Puis je me dis que ce serait pour un service à rendre à la société. Jusqu'ici, il est que bête. En tout, il deviendrait méchant. Allez, décampe. Estime-toi heureux que j'ai un cœur aussi gros que ta bêtise. Donc, reprenons les faits en marche arrière. Première affaire, une blague de potache. Deuxième affaire, la mort de Landofé. Trouvez l'assassin. C'est marrant comment un bon départ, ça met la comprenette sur la rampe de lancement, hein. Reprenons donc le fil de cette deuxième affaire. Landofé rentre dans le garage après que l'inspecteur Martinet ait ouvert la lourde et la lumière. Exact. Tout ce qu'il y a... Bien. Martinet referme la lourde derrière lui. Pendant ce temps, Landofé se met au point mort. Il se retourne, il chope le rouleau d'affiche et il le jette par la vitre. Le rouleau est long. Il touche le mur, s'appuie sur le bouton de l'interrupteur. Voilà le garage qui s'éteint. Ensuite, Landofé, il sort au radar de sa charrette pour aller éclairer. Il calcule mal son coup. Il va se péter la vitrine contre le mur de briques. Ça l'expédie dans les vapes. Le voilà avec le pif à la hauteur du pot d'échappement. Vulnérable. En somme, ce serait bel et bien un accident. J'avais raison. Ce serait, gros. Ce serait. Désolé de t'interrompre une fois encore, cher confrère, mais il y a un hic dans ta théorie. Quoi t'est-ce? Et le fait que Landofé n'ait pas arrêté le moteur de sa voiture une fois rentré dans le garage. Voilà un type qui est arrivé, vous m'entendez? Arrivé! De plus, il décharge ses affiches, et cela sans arrêter le moteur. Pourquoi? Oui, pourquoi? Ah, pourquoi c'est moi, mais je vous le demande. Tout ça, c'est à cause de moi. Achille avait rendez-vous avec moi. Madame Rigaudin. Ouais, je comprends mieux. Achille Landofé s'apprêtait à vous rejoindre. C'est pour ça qu'il n'a pas arrêté le moteur de sa bagnole. Monsieur le commissaire, ça y est, on a retrouvé Mathieu Mathias. Quoi? Il est là, dans l'auto. On l'a sauté dans un bistrot à Couillasson-le-Guerrier, à 40 km d'ici, et on a trouvé sur lui 2 millions en argent liquide. 2 briques. Je m'approche de la fourgonnette. Un type mal rasé, au regard pareil à des raisins gâtés, mâchouille un peu le mégot. Il a les menottes au poignet et il est assis entre deux agents. Salut Mathias. Alors, c'est fini les vacances? C'est lui l'assassin. Non! C'est pour moi! Non, non, attendez. Il a raison. J'ai maintenant la certitude que le comte s'est suicidé. Oui, suicidé. Écoutez, Gaëtan de Martillet-Fosso reçoit un coup de fil de sa maîtresse, Natacha, qui lui signifie que tout est terminé entre eux. Il menace de se suicider. Elle rit et lui raccroche au nez. Alors, il se tire... 3 balles dans le cœur. Tu plaisantes? Eh, à mon avis, c'est là que Mathieu Mathias est intervenu. Alerté par la détonation, vous êtes entré, Mathias, n'est-ce pas? Oh, c'est la pure vérité. Il y a eu un coup de revolver. Je suis allé regarder. Puis il était par terre. Il se trémoussait. Oh, j'ai été surpris. Alors, tu as pris les 2 millions qui se trouvaient dans le tiroir ouvert et tu es allé les planquer dans ta boîte à ragoût. Ah, Mathias, t'as enterré celle-ci et t'as repris ton boulot comme si de rien n'était. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai. Alors pourquoi tu lui as collé 2 balles de plus dans la poitrine et l'appareil téléphonique dans la main? Pour faire croire au meurtre? C'est pas vrai! Je l'ai pas touché! Minute, papillon, tu sais que ça te coûtera pas plus cher, allez. T'as intérêt à dire la vérité maintenant. Mais je vous jure! La parole d'un assassin. Tu parles d'une preuve? C'est vrai. Eh oh, vos gueules les mouettes là. Comment il était le compte? Par terre. Est-ce qu'il tenait son revolver à la main? Ouais. Et l'écouteur du téléphone? Bah, il pendait au bout de son fil. Mais bon sang bien sûr, le larbin, le serviteur né dans la maison, et pour qu'il suicide est une indignité. C'est le larbin qui a maquillé le suicide en crime. Le lendemain, quand t'as lu la presse et que t'as vu qu'on croyait à un meurtre, t'es allé récupérer en douce le pognon et tu t'es sauvé. Dis-moi que j'ai tort, c'est ça? Bah oui. Et t'espérais t'en tirer? Mais je sais pas... J'ai eu peur. T'avais déjà un meurtre sur la patate, mon gars. Tu t'es dit qu'on t'accuserait automatiquement, n'est-ce pas? Ouais. Curieux, les gars. Je dois avoir la glande périphérique qui prend l'eau, moi. Je suis ému par la détresse de ce type, un peu comme tout à l'heure j'ai été ému par celle de Jeannot, le marmiton. Encore un type seul. L'univers, finalement, c'est juste un fourmillement monstrueux d'hommes seuls. Et c'est toi qui as tué ton chien. Bah oui. J'avais peur qu'il me trouve là où que j'irais. Pauvre bonhomme, c'était ton seul ami. Voilà! Donc ça nous fait un canular, un accident, un suicide. Envoyez la suite, patron. Et le candidat Montphéal? Il s'est tranché la gorge en se rasant, peut-être? Non. Selon moi, seule la mort de Montphéal est vraiment un meurtre. Et je dois vous avertir que l'assassin est parmi nous. En ce moment même, sur cette place. Vous me permettez de le passer à tabac? Juste un petit peu, pour vous montrer comment je perds. Je m'avance sur la place jusqu'à Jean-Louis Bécolon. La foule se rapproche en un cercle concentrique. En apercevant les regards hostiles, Bécolon fronce les sourcils. Il donne l'impression d'être ennuyé, mais pas apeuré. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis fatigué. Ce type-là ne m'attendrit pas, sa solitude est de mauvaise qualité. Beru, ça t'ennuie de prendre la direction des opérations? Bah j'allais t'y proposer. Je vous en prie. Merci. Pars pas tout de suite, on débute. À moi, aidez-moi, au secours! Mais t'es complètement dingue. Du secours, t'en as à revendre puisque t'as toute la ville et la police à domicile. Je confirme. Laisse-moi me le faire. Moi, tu permets, Popol. Qui c'est qui est de l'actif ici? Toi ou moi? T'auras les restes. S'il en reste, je proteste. Et ben t'as tort. Bécolon mollit. Votre San Antonio adoré prie ardemment le Seigneur pour qu'il soit coupable de quelque chose. Arrêtez! Arrêtez! Tu causes? Oui. À toi de jouer, mon pote. Il est cuit à point. Oh, monsieur Bécolon, taisez-vous. Je vois tout. Je sais tout. Je sais très exactement comment les choses se sont passées. Vous étiez depuis un certain temps l'amant de Madame Montphéal. Et comme beaucoup d'amants, vous étiez jaloux de son mari. Cette jalousie n'a plus eu de limite lorsque vous avez compris qu'il allait devenir député. Oui. La mort du comte de Martillet-Fossaux vous a alors donné une idée, celle de tuer Montphéal. Vous avez compris que l'occasion était unique de commettre un meurtre parfait. En effet, pour les enquêteurs, il devenait évident que le même assassin avait frappé les 2 fois. Oui, tout était calculé au poil, mon vieux. Vous avez bien fait y réussir. Seulement voilà, le crime était presque trop parfait. Bécolon me regarde à travers ses carreaux. Lui aussi me prend pour un surhomme. A-t-il tort? Mes biographes, plus tard, trancheront sur la question. Conclusion. Aveu complet de Bécolon, confirmé par ceux de cette petite friponne de veuve Montphéal. Je fais une déclaration éclatante à la presse qui délire. Vous parlez d'une escadrille de révélations. Un suicide déguisé en assassinat, un crime parfait, un accident qui a l'air d'un meurtre, une blague qui tourne à l'attentat. C'est pas de la tarte à la crème, ça? Je veux dire, de la tarte à la crime. C'est trop, merci. Merci beaucoup, merci pour les fleurs, merci. Je reviens de vacances dans une apothéose indescriptible, on me fait signer des autographes, on m'acclame. La une des baveux pour moi tout seul, le triomphe de ma carrière. Oui, je peux faire une photo avec vous, bien sûr. Ah! Oh non, si vous pouvez enlever votre langue de mon oreille, merci. C'est beau d'avoir du chou et d'être un prince de la déduction, croyez-moi. Un roi de l'enquête, un souverain poncif de l'investigation criminelle. Bonjour, commissaire, et félicitations pour votre succès. Notez bien que c'est pas pour autant qu'on va augmenter mon salaire. Chez nous, il n'y a que l'ancienneté qui paye. Et lorsqu'on commence à puer dans leur prix, ils vous catapultent à la retraite. La vie, je vous dis. Entrez!
Monsieur le directeur, Beru... C'est un ultimatum. Tenez-le vous pour dit. Qu'est-ce qui se passe? Tenez, me lisez. Pas possible. 99% de majorité? Testuel, je suis devenu député de Seine-et-Eure, mon pote. Je ne veux pas le savoir. Ou vous vous démettez de votre mandat, ou vous quittez la police. Monsieur le directeur, quand c'est qu'on a la chance d'être un élu du peuple, on la repousse pas. Conclusion, vous demandez votre mise à la retraite anticipée. Puisque vous me laissez pas d'autres rébarbatives... Beru, écoute... Je regrette ça, mais quoi? Une casse pareille, faut comprendre... Sortez! Beru, attends, c'est insensé, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Insensé, vous l'avez dit, insensé. Le peuple est donc aveugle, ma parole. Cet abruti élu à presque 100% de majorité. On croit rêver. Pas nous, monsieur le directeur. C'est le peuple qui rêve. Berrurier, il a une bonne gueule. Le peuple, il aime qu'on ait une bonne gueule. Beru lui a promis la lune. Le peuple rêve de posséder la lune. Normal. Je me racle le gosier. Voilà que je suis plus heureux d'un seul coup, là. Ça me picote dans la gorge, derrière les yeux, partout. Putain, Beru. Je peux pas y croire. Entrez! C'est de la part du principal Berrurier. C'est sa lettre de démission, on m'a dit. Il a mis 2 lettres. Vous permettez, la première c'est pour moi. Ça, non. C'est à toi que je remets la lettre ci-jointe ci-après. Biscotte, ça me ferait mal aux prunes de la poster de mes propres mains. Signé Beru. Un second lettre est adressé au président de l'Assemblée nationale. Je vous la lis. Alessandro Antonio, qu'on en finisse! Qu'on nous débarrasse de cet abruti une bonne fois pour toutes! Mon président, vous l'aurez pas été plus longtemps, vu que moi, Berrurier, Alexandre Benoît, inspecteur principal et député de Seine-et-Eure, je démissionne déjà. C'est pas de gaieté de cœur, croyez bien, mais j'ai pas d'autre alternance. Vu qu'on veut me virer de la police si je remplis mon mandat. Autrement dit, c'est un mandat de virement. Mes choses étant ce qu'elles sont, comme on dit chez vous, je préfère rester à mon poste. Et pourtant, j'ai l'impression que j'eusse pas été inutile sous le vélocycle du Palais Bourdon. Quand il s'agit des intérêts de la patrie, la voix d'un brave homme, c'est une corde vocale de plus à l'arc de la nation. C'est donc mon adjoint, l'ex-adjudant Paul Morbleu, qui va prendre ma place. Pas Paul! C'est pas le mauvais bougre. Seulement, il a un défaut, il boit. Alors, je vous le dis pas pour rapporter, c'est pas mon genre, mais pour que vous fassiez gaffe, qu'il soit bien à jeun quand vous lui ferez voter une loi. Peut-être que vous pourriez donner des instructions à ce sujet à la cantine de l'Assemblée. Avec mes hommages pour votre dame, je vous prie d'agréger, monsieur mon président, l'expression de mes poignées de main les plus républicaines. Alexandre Benoît Berrurier. Et si j'osais, j'ajouterais « Vive la France ». Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, mon cher. Ça reste ridicule. Rends-moi cette photo, Pinot! Rends-moi cette photo tout de suite, ou je suis un malheur! Député Morbleu, c'est le dernier appel à l'ordre, sinon je vous fais évacuer. Qu'on les tourne! Qu'on les tourne, toutes ces femelles gauchisantes! Vous venez d'écouter Voter Berrurier d'après Frédéric Dard avec Jean-Yves Lafesse dans le rôle de San Antonio, Patrick Poivet dans le rôle de Berrurier et dans le rôle du vieux, Michel Melki et avec Hervé Karadec, Cécile Gérard, Julie Cavana, Laurent Labatte, Benoît Lavoisier, Beryl Couta, Morgane Hainaut, Étienne Grebeau, Augustin Jacob, Jean-Baptiste Anoumon, Daniel Kramer, Grégoire Tachnakian, Cyril Sauvet, Laurent Lévy, Nathan Gabili, Thomas Binot, Katia Berger. Et avec la participation exceptionnelle de Gilles Dieu dans le rôle du serveur. Musique originale, Les Sulfures d'Argent. François Pavan, Mi-Young Pavan, Olivier Vaillant. Direction plateau, Philippe Perron-Lacroix. Ingénieur du son, Lucas Derode. Adapté et réalisé par Stéphane Labatte. Une production CIP.